Rendons grâce à Dieu qui nous maintient le souffle de vie et que nous sommes dans ce studio. Nous lui rendrons davantage gloire en vous servant au Club de la Presse ce jour. Nous sommes le lundi 16 septembre 2019, jour de rentrée pour les 2,5 millions d'élèves du préscolaire, du primaire, des deux niveaux du secondaire, des enseignements généraux et techniques, aussi bien du public que du privé. Nous leur souhaitons bonne rentrée. Nous parlerons aussi de la réouverture du tronçon Ramco Collège Protestant du boulevard des Armées, une petite route mais qui suscite beaucoup de polémiques. Nous en parlerons, comme nous reviendrons sur l'élection des maires de nos communes et nous anticipons sur le visage que l'opposition ou les oppositions présenteront pour la présidentielle 2020. Mais d'ici là, il y a également quelques questions de proximité dont nous vous entretiendrons. Alors ici, autour de la table, déjà à nos côtés, Harry Miaou Tchanyao, directeur de publication du journal Nouvelle Opinion, président du CONA. Bonjour. Sas, bonjour. Mais c'est beaucoup plus le directeur du journal Nouvelle Opinion que nous recevons aujourd'hui. Je préfère cela. Eh bien, lui, c'est le patron du Courrier de la République, Aliro Morou Tchakala. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes et à tous et bonne rentrée de classe à tous les élèves du Togo. Et je te dis que tu es très bien habillé aujourd'hui. Merci, mais je préfère que cela me vienne d'une femme. Eh bien, le troisième confrère invité, c'est lui qui édite le journal Méga Info et vous pouvez déjà deviner qu'il y aura au moins un article, soit sur Bouffalé ou bien la préfecture de la Bina. C'est Uriel Enyang, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM, bonjour à tous les élèves de par le pays. Merci, nous attendons incessamment deux autres confrères, mais pas prudence, nous voulons nous assurer qu'ils soient là à nos côtés pour les annoncer, mais je puis déjà vous dire qu'à la technique, c'est le duo Michel Vitogbe Koku Tomenga qui manie les boutons de la console pendant que Géraud Dakoutia vous met l'émission Club de la Presse en ligne, aussi bien le son que l'image. Et je comprends pourquoi les gens se font de plus en plus beaux pour venir au studio, parce que le Club de la Presse est divisé également en images. Rapidement, à l'endroit des élèves et des enseignants de tous les partenaires de l'éducation qui reprennent la salle des classes aujourd'hui, nous leur reprenons cette citation de Jules Stahl qui a écrit que l'homme de conscience et d'honneur n'a pas besoin de loi pour suivre le chemin de la vertu. L'homme de conscience et d'honneur n'a pas besoin de loi pour suivre le chemin de la vertu. Cette vertu que nous recommandons aux élèves, aux enseignants, aux responsables d'établissement, mais également à la presse, en commençant par nous-mêmes ici au Club de la Presse, cultivons la vertu. Mais nous allons rendre les derniers hommages à ceux que nous avons portés en terre le week-end dernier. Le combat du peuple qui écrit ce matin, hommage à un artiste de talent inclassable, Jimmy Hope, qui a été conduit à sa dernière demeure le samedi dernier. Mais le combat rappelle que les œuvres de Jimmy Hope lui survivront. Tout comme nous continuerons à porter dans nos pensées, dans nos cœurs, le confrère et ami James Kodjo Miklondo Gesua Kunake. Il a été enterré le samedi dernier avec les parents, les amis et les confrères. Mais nous pensons également à tous ses parents et amis, les collègues, les voisins et autres connaissances, à qui vous autres également, auditeurs, tous ces parents et amis que vous avez enterrés et que vous continuez à porter dans votre cœur et dans votre pensée. Peut-être, Harry Miaou Tchanyao, un dernier mot pour tous ces mots qu'on a enterrés, avec peut-être en priorité Jimmy Hope et James Kunake. Bon, je crois que ici-bas, nous sommes des voyageurs, des éternels voyageurs, et chacun de nous va goûter à ce que nous appelons la mort et qui attriste toutes les familles. Et vous avez si bien dit tout à l'heure que le confrère, le combat du peuple a dit que Jimmy Hope, il est parti certes, mais ses œuvres restent éternelles. Et tous les Togolais ont pleuré Jimmy Hope et les feuilletons même qui ont suivi sa mort en disent grand. Et nous souhaitons que la terre
lui soit légère et que le Dieu céleste le reçoive au paradis. De la même façon, notre confrère James, que nous continuons par pleurer, nous prions que Dieu apaise tout dans sa tombe et que sa progéniture, que lui-même prenne contrôle de tout et qu'il veuille à ce que ces petits qu'il a laissés derrière lui soient à son image ou mieux que lui. Merci. James a été enterré samedi, mais les deux enfants qui nous laissent, à savoir sa fille aînée qui est en classe de 5e et son petit garçon en classe de CM1, eh bien, les orphelins, les enfants de James ont repris le chemin des écoles, tout comme les environ 2,5 millions, non pas les chiffres précis, de ces écoles depuis la maternelle jusqu'en terminale, aussi bien le public que le privé, l'enseignement général que le technique, eh bien l'école a repris ses chemins depuis ce matin et naturellement que la presse en parle. Le confrère Temps Nouveau qui écrit que les élèves écoliers ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Togo Matin également écrit pour l'année académique 2019-2020, les élèves retrouvent le chemin des classes depuis ce lundi, même si quelque part dans la préfecture de Bassar et plus précisément au lycée de Bandjeli, en tout cas c'est Liberté qui écrit que pour avoir réclamé des arriérés de salaire au titre de l'année 2018-2019, les enseignants volontaires du lycée de Bandjeli se trouveraient menacés de licenciement. Vous rappelez que ce sont ces enseignants volontaires qui ont bloqué les bulletins de fin d'année parce qu'ils n'ont pas été payés pour l'année scolaire passée. Est-ce que pour avoir réclamé légitimement leurs droits, est-ce que ces collègues enseignants paieraient pour ce geste d'audace? Quand nous en saurons davantage, nous vous en parlerons. Mais vous, Uriel Enyang, vous revenez sur deux partenaires, ou bien les principaux partenaires de l'éducation, à savoir le gouvernement, toutes les autorités en charge de l'éducation, les enseignants, les parents d'élèves et autres. Vous revenez sur ces rencontres périodiques entre le gouvernement et les acteurs de l'éducation et vous écrivez que toutes ces parties ont réaffirmé leur engagement à faire en sorte que l'éducation soit réellement un socle de développement dans notre pays. Uriel. D'abord, concernant la rentrée elle-même, nous nous associons à tous les acteurs de l'éducation, parents que nous sommes, frères et sœurs, à souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous nos enfants pour que cette année 2019-2020 soit couronnée de plus de succès que celles qui sont déjà passées. L'année scolaire qui démarre aujourd'hui, comme d'habitude, le gouvernement prend des dispositions pour apaiser tout le monde afin qu'elle ne connaisse pas des perturbations. C'est dans ce contexte que, comme de coutume, le Premier ministre, entouré du ministre en charge de la fonction publique et celui de l'enseignement technique, ont échangé avec les partenaires de l'éducation, en particulier les responsables des centrales syndicales, les partenaires, les chargés de l'enseignement au niveau des confessions religieuses, pour voir le niveau de l'état de la mise en œuvre du protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et le secteur de la santé le 18 avril 2018. Donc, unanimement, tous les deux parties ont reconnu une avancée très notable sur la mise en œuvre de ce protocole et le Premier ministre a tenu à faire une proposition à laquelle ont adhéré tous les partenaires. La proposition, c'est que au-delà de tout, que le secteur de l'éducation constitue désormais un socle pour le développement de notre pays. En quoi faisant, il faudrait que le contenu du plan national de développement 2018-2022 soit désormais enseigné, fasse désormais partie du contenu de l'enseignement qu'on aurait à donner à nos petits frères. Voilà, c'est à nos petits frères et à nos enfants. Donc, dans l'ensemble, à tous ceux qui sont concernés, à tous les apprenants. Donc, c'est à cette proposition ont adhéré unanimement tous les partenaires qui étaient présents et qui ont souhaité
que ce contenu, le contenu du plan national de développement, leur soit enseigné d'abord parce que eux-mêmes, en tant qu'enseignants, ils ne maîtrisent pas encore le contenu. Ils ont émis le vœu de le maîtriser et à leur tour, ils pourront l'enseigner aux apprenants afin que tout le monde puisse se l'approprier pour le meilleur du pays. Voilà, c'est ce qui en est. Donc, nous leur souhaitons une fois encore bonne rentrée et que l'année soit couronnée de succès. Les partenaires de l'éducation se sont retrouvés, c'est une bonne chose. Ils ont posé leurs problèmes, ils ont discuté, ils ont reconnu les points d'accord et les points sur lesquels ils devront continuer à échanger. Mais toutes ces parties se sont engagées à nous offrir à nos enfants une année scolaire 2019-2020, tout comme nous en avons connu l'année dernière, avec le souhait qu'il n'y aura pas de grève, mais que chacun s'écoutera de façon mutuellement bienveillante. Je les annonçais, ils sont arrivés à nos côtés. Didier Assogba de Togo Brico News, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Et le plus jeune d'entre nous également, aux cheveux tout blancs, nous a rejoint Lucien Diossou Mensan, bonjour. Bonjour. Eh bien, bonjour votre journal, le combat du peuple, vous intéressez à la rentrée aussi. Alors, vous prenez acte que toutes les parties sont engagées à s'entendre pour nous offrir une bonne année. Mais je rappelle que nous avons placé l'année scolaire sous le signe de la vertu. Et c'est en cela que vous écrivez un plaidoyer dans le sens de repenser l'enseignement chez nous aussi au Togo. Et vous interpellez les différents acteurs de l'enseignement au Togo pour mettre fin au statu quo. Alors, quel est ce statu quo dont vous souhaitez activement et vivement le changement, Lucien? En 1971 jusqu'en 1975, j'étais à la direction de l'enseignement de premier degré. J'avais participé aux réformes de l'enseignement au Togo. Quand j'ai quitté l'administration, si quelqu'un me disait que nous en serons là aujourd'hui, je ne croirais pas. Je te parle de 71 à 75. J'ai participé à la réforme de l'enseignement avec Yaya Malou. Feu le ministre bien sûr, Yaya Malou. Benoît de son prénom chrétien. Quand on parle de l'enseignement au Togo, les gens ont des discours politiques mirobolants. Par exemple, lorsque le Premier ministre dit qu'il faut enseigner le plan, c'est de la démagogie, ça. Comment voulez-vous que le plan national de développement, nous tous qui sommes ici autour de la table, on n'est même pas capable d'en maîtriser les contours. Comment on peut aller enseigner ça à l'école? On parlait comme ça. Il faut que d'abord il dit, je vais faire des petits fascicules, on va vulgariser à tous les partis politiques, à toutes les rédactions et à tout le monde. Mais quand on dit des choses comme ça, c'est ça qui fait que finalement, les citoyens sont déçus et ils critiquent les responsables. Bon, je dis ça parce que dans notre pays, quand il s'agit de l'enseignement, tout le monde dit que c'est la priorité numéro 1. La santé, c'est comme ça. Bon, au moins, heureusement, et je le dis, les acteurs, les partenaires de l'enseignement ont maintenant l'opportunité de se rencontrer de temps en temps, de se concerter, de faire les ajustements constructifs pour que l'enseignement au Togo retrouve sa noblesse. Ça veut dire quoi? Concrètement, ce n'est pas le discours qui fait l'enseignement. Je vais te donner un exemple très simple. Quand on a fait la réforme en 1974, on était euphorique. Pour constater un an plus tard que le problème qui se posait réellement, c'est la formation des formateurs. Ceux qui vont enseigner n'étaient pas formés eux-mêmes. Comment ils peuvent enseigner? Comment ils peuvent transmettre le savoir quand eux-mêmes ne maîtrisent pas la pédagogie? On les a recrutés rapidement, formés 2 semaines sur le tas à l'école du Canada, partout distribués dans les écoles. Donc, je dis, tout ce que nous disons autour de l'école, de l'enseignement en général, disons, pour parler de façon plus prosaïque, de l'éducation nationale dans notre pays, est beau. Mais, il faut commencer par poser des actes concrets. Cette fois-ci, les partenaires, c'est-à-dire les enseignants et autres, se sont mis en grève parce qu'ils veulent l'amélioration de leurs conditions de vie. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, s'occuper de la qualité même de l'enseignement. Tu mets un enfant maintenant, par exemple, à l'éducation, tu mets un enfant sur le campus de Lomé, un enfant qui n'a jamais échoué du bac, du CP1 jusqu'au bac, s'il fait 5 ans pour avoir sa licence, il est un génie. À l'université de Lomé ou de Dakar? Quand je te parle, il ne faut pas... Non, je parle des universités officielles. À cause de la structure, à cause du fait qu'il y a trop d'effectifs pléthoriques, à cause du fait que le professeur ne va pas les copier, à cause du fait qu'il n'y avait pas de session de rattrapage. Mais en revanche, quand moi j'ai mis des enfants, des filles,
Dans les universités privées, 3 ans après, elles ont eu toutes leurs licences. C'est pas parce que les autres sont plus bêtes. Donc, je vais vous dire une chose. Quand on parle de choses comme ça, cessons de faire de la démagogie. Qu'on passe au concret. Les enseignants, eux, commencé à trouver leur part. Ça s'améliore progressivement. C'est toujours comme ça partout dans les pays. On ne peut pas régler tous les problèmes à la fois. Mais je reviens sur l'enseignement, la qualité de l'enseignement proprement dit. Comment transmettre le savoir à nos enfants? Comment faire en sorte qu'à l'école, le citoyen soit vraiment formé, qu'il devienne un citoyen respectueux des lois de la République, qu'il soit un citoyen imbu des vertus de la République. C'est ça. Sinon, ça, c'est des discours. Les enseignants, ils trouvent le pas, le gouvernement, il trouve son répit, et puis on continue. Merci. Donc, le problème qui reste posé sur le contenu des curricula d'enseignement, la formation adéquatement continue du personnel enseignant, mais également les structures, les bâtiments que nous appelons écoles, et puis tout les matériels didactiques, tout ça. C'est ça, disons l'interpellation de Lucien Diossou. Maintenant, quant à vous, Tchakala, vous interpellez une autre catégorie de partenaires. C'est les parents, et vous écrivez ce que les parents ne font jamais. Alors, rappelez-nous ce que nous, les parents, nous ne faisons jamais. Tchakala. Oui, justement, nous sommes parents d'élèves, mais c'est ce dialogue entre parents et enfants. Ça ne se fait jamais. On a transformé nos enfants en ces bêtes-là qu'on va attacher quelque part comme pour brouter. Et le soir, on le prend, il va dans son enclos. Et je crois que de cette façon-là, ça ne peut pas faire évoluer notre enseignement, ce que nous pensons faire de nos enfants. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'acheter les fournitures, de payer les collages, mais il va falloir quand même qu'à chaque fin d'année, les parents et les enfants s'asseyent et essaient de parler de ce que l'année a été. Qui sont-ils, ces parents qui ont eu cette hauteur-là de s'asseoir autour d'une table et de situer les responsabilités par rapport à tout ce que l'enfant a vécu pendant les 9 mois? J'ai acheté les fournitures, j'ai payé les collages. Est-ce que ça suffit? Quelle est la part de responsabilité des parents dans le suivi des enfants? Est-ce que les parents vont au niveau de ces établissements respectifs s'enquérir de tout ce que l'enfant fait? Est-ce qu'il est régulier? Quelles sont ses fréquentations? Est-ce que le carnet de correspondance est vraiment suivi comme cela se doit? Il n'y a pas ça. Maintenant, aux parents aussi de demander à leurs enfants, qu'est-ce que nous avons fait qui aurait été mieux pour que vous réussissiez et que vous ayez de belles mentions. Donc, ce dialogue, on l'instaure jamais parce que j'ai payé les collages, j'ai acheté les cahiers, c'est fini. Le reste appartient à l'enfant. Et finalement, chacun se retrouve devant un mur et les responsabilités ne sont pas situées comme il se doit. Donc, je crois que tant qu'on n'instaurera pas ce dialogue parents et enfants, tout ce que nous souhaiterions, tout ce que nous désirons de nos enfants, nous ne pourrons pas les avoir. Merci. Ceux des parents que vous caricaturez ici sauront se reconnaître. Ces parents qui déposent ou bien qui inscrivent l'enfant au premier jour de la rentrée et qui ne fréquentent jamais les écoles, qui ne connaissent même pas les enseignants de leurs élèves, ces parents qui ne font pas le suivi quotidien de leurs enfants à la maison, ils sauront se reconnaître, tout comme toujours Courrier de la Pluie parle de ces établissements privés qui font une fausse campagne de publicité que vous appelez propagande. Et ces écoles qui disent, qui font propager également de grands discours qui sont loin de cadrer avec la réalité des conditions que ces écoles privées offrent aussi bien à leurs élèves qu'à leurs enseignants. Tout ça, vous devez y penser également. Togo Breaking News, Didier Asogba. Oui, évidemment, le sujet est assez intéressant et on pourra l'aborder dans tous les sens toute la journée parce que c'est l'occasion d'ailleurs. Mais moi, je pense fondamentalement que ce que j'ai pas compris, c'est la satisfaction ou l'autosatisfaction que se sont décernées les autorités il y a quelques jours. Donc, ce matin, la réalité sur le terrain est tout autre. Hein. Ah bon? Oui, évidemment. Au-delà de ce que des syndicats soient d'accord avec le gouvernement pour que le doyen l'a si bien rappelé, pour qu'il y ait du répit, il y a de réelles difficultés sur le terrain. Il suffit aller à des lycées comme Edjiranawe, un peu partout, vous allez voir
qu'il n'y a pas de salle de classe et il n'y a pas de banc pour recruter le maximum d'élèves, d'enfants togolais qui aspirent à l'éducation. Il y a plein, pendant que les autres sont en classe en train de faire les cours, il y a plein qui sont sur la cour des écoles en train de chercher une place pour s'inscrire et les proviseurs, démunis devant la situation, eux aussi, ne savent pas quoi faire parce que il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas donc de banc, il n'y a pas d'enseignants. Donc, les écoles publiques n'ont pas la capacité pour accueillir tous les élèves qui voudraient bien les fréquenter. Évidemment, je viens directement de Diaglé. La situation n'est pas moins là-bas. Vous savez, je vous donne l'exemple de là-bas parce que vous prenez toute la zone jusqu'à Pomé, il n'y a qu'un seul lycée là-bas, lycée de Diaglé. Et tout ce qui est dans la zone là-bas, qui sort du collège, se dirige vers là. Alors qu'il n'y a que 3 bâtiments là-bas. Pour recevoir près de 1500 élèves, c'est impossible. Et donc aujourd'hui, au-delà du fait que les enseignants soient d'accord avec le gouvernement et qu'il n'y ait pas de grève, et nous saluons d'ailleurs ça, il va falloir qu'au fil des années, qu'on continue les efforts dans le sens de la construction des bâtiments scolaires, des salles de classe. Le directeur l'a rappelé également. Ce qu'on oublie très souvent aussi, c'est la formation des formateurs, qu'on continue de former assez d'enseignants à dispatcher dans les écoles. Vous allez dans des lycées, dans des collèges, il y a quelqu'un qui lui seul fait 3 matières, qui fait maths, qui fait physique, qui fait SVT. Ce sont des réalités du terrain et les besoins sont réels aujourd'hui. Il va falloir également que pendant que on mette des moyens pour qu'il y ait une rentrée apaisée, une année académique apaisée, qu'on essaie également de voir au-delà même du contenu, qu'il y ait au moins le cadre qui permette à l'élève de recevoir la bonne éducation et qui est également le cadre qui permette aux enseignants, aux professeurs de donner la bonne éducation à nos enfants. Cet ensemble de difficultés dont le gouvernement doit être conscient et il doit également y travailler. Juste pour rappeler que pour ce qui est de la formation initiale et continue des enseignants, nous savons depuis Tchaniao que l'ENS à Takwame a réouvert ses portes et les écoles nationales, les écoles normales d'instituteurs se multiplient un peu partout, à Tablibo, à Kanté, à Saute-Bois, mais le besoin en termes de formation est toujours criard sur le terrain. Tout à fait. Et plutôt, il faut que, loin de ce que les camarades ont relevé, il faut aussi encourager l'État à appuyer les écoles privées. Il faut appuyer ces écoles parce que, quoi qu'on dise, qu'on construise davantage d'écoles, l'État à lui seul ne peut pas consommer ou absorber tout ce pléthore d'enfants. Vous savez, il y a des années, au moins 20 en arrière, l'université de Lomé est tout le temps plein à craquer. Aujourd'hui, il y a une seconde université à Kara, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et la grande partie de nos enfants qui sortent des lycées, ces enfants sont aujourd'hui consommés par les écoles, les établissements, les universités privées. Au niveau du primaire comme au collège, au lycée, il y a plusieurs écoles privées, mais qui manquent d'appui de l'État. Il faut que l'État comprenne que ce sont eux qui arrivent à prendre le trop-plein et que ce sont eux qui font d'ailleurs le gros. Quand vous recensez les écoles aujourd'hui privées, vous allez voir qu'elles font peut-être la moitié de tout ce que l'État a. Et malgré qu'on accueille cet existant, cela ne suffit pas. Donc il faut que la subvention de l'État, puisque hier, l'État subventionnait les écoles privées, même confessionnelles, on envoyait des enseignants bien formés. Je crois que l'État continue à le faire. Oui, il faut davantage le faire maintenant. Le problème qu'il faut relever, c'est que les écoles privées doivent aussi considérer les enseignants qui y interviennent. Vous savez, les gens enseignent, il y en a qui donnent de bonnes formations, mais où on piétine les formateurs. Je veux parler des enseignants qui donnent du bon travail de qualité, mais qui sont payés peut-être parfois moins que le SMIC. Le doyen a évoqué des cas des années passées. Et aujourd'hui, nous sommes encore là-dedans. Il y a des gens qui enseignent dans des écoles qui prennent peut-être 20 000 pour 70 heures. Plus que ça. Et les gens peinent à joindre les deux bouts. Donc, il faut vivement qu'on voit au niveau de l'État et aussi bien au niveau du privé pour mettre à niveau le salaire de tous ces enseignants-là. Pour ce qui est encore du cadre, il y a un parent qui vient de nous signifier que sa fille de 10 ans et demi a réussi brillamment au CEPD à Diaglé. Son nom est sorti dans le CG. Mais quand le parent est allé voir la classe,
du CG officiel, il a préféré retirer sa fille pour aller l'inscrire dans un collège privé parce qu'il ne se voit pas inscrire sa fille de 10 ans et demi dans une salle déjà à plus de 150 élèves. Oui, Uriel. Oui, bon, moi je voudrais intervenir sur des aspects récemment évoqués. Je pense qu'il y a un malentendu, il y a un problème, une difficulté de compréhension de l'information, de son contenu, même par rapport à la rencontre du Premier ministre et des enseignants la dernière fois. Il n'y avait pas une grève qui plane dans les cieux, il n'y a pas. Ce sont des rencontres périodiques. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le contenu même de la rencontre prend en compte, les enseignants même ont compris que 2018-2019, ils ont consommé 3 milliards, 1 milliard en 2018, fois 2 en 2019, et cela n'a pas permis de renouveler ou de multiplier les infrastructures mobilières et immobilières. Voilà, ils ont compris très tôt quand même que comme le protocole d'accord prenait aussi en compte la construction de ces infrastructures, il va falloir que l'État se mette en face de ces infrastructures-là pour relever, pour parvenir à trouver la solution à cette difficulté, puisque même ils reconnaissent qu'ils ne sont pas à l'aise. Alors, concernant maintenant la formation, on a choisi de ne pas entrer dans les détails, concernant sinon la toute formation, l'heure ne nous suffirait oui, pas. Tout à fait. On a pris acte que toutes les parties se rencontrent et posent les problèmes qu'ils résolvent au fur et à mesure. On s'en tient juste là, mais en reconnaissant quand même qu'il y a toujours des besoins sur le terrain. Pardon. Nous ne nions pas ces difficultés qui existent. Personne ne les nie. Notre rôle d'ailleurs, c'est de rappeler au gouvernement, à l'État, qui a de réelles difficultés sur le terrain. Mais ça, il faut aller dans mon village, vous allez voir le tas du bâtiment que vous connaissez très bien, que ce soit Palgou, à Dangbe ou à Kouvé, c'est la même chose. Allez-y voir, tout est délabré. Nous, c'est notre rôle de leur rappeler ça, tout en appréciant quand même positivement ce qui est déjà fait. Merci. Donc, un enseignant dirait au gouvernement, surtout, passable ou bien à bien, mais peut et doit continuer à mieux faire. Lucien, on va clore le chapitre avec ça. Ce que je veux dire, quand nous sommes en train de faire ce genre de débat, il faut que nous nous situions dans l'actualité. Ce débat-là, c'est ce qu'on appelle être dans l'instant. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Maintenant, si vous comprenez très bien, moi, je ne reproche pas le théâtre togolais de ne pas faire des efforts. Je peux vous donner un exemple concret. L'année passée, j'ai eu une fille qui a 15 ans et qui est admise à aller en terminale. La classe faisait 150 personnes. La terminale, 150 personnes, Barbara. Je l'ai retirée de là-bas pour la mettre dans un établissement privé. Elle a eu son bac cette année. Mais, parallèlement à ça, entre l'autre année et maintenant, l'État a construit 8 nouvelles classes dans ce lycée. Je sais que des efforts se font. C'est l'idée de Bodjomé, oui, pour le citer. Va voir. Je sais que des efforts se font. Mais non, pas suivre le gouvernement dans son discours politique de satisfaction. Le problème de l'enseignement ou de l'école n'a jamais été ponctuel. C'est une œuvre de longue haleine et de constante vigilance. Donc, le débat, c'est que l'État est en train de faire des efforts, mais beaucoup reste à faire. Merci. Nous allons l'aiguillonner pour qu'il aille plus loin. Merci. Et cet auditeur qui trouve bizarre que le Premier ministre promette d'enseigner le PND dans nos écoles, alors que le PND est dans le temps. Qu'est-ce qu'on ferait de ce ça, c'est de la démagogie 2022? Merci à vous tous qui nous enrichissez par vos questions et vos contributions. Eh bien, ce matin, je suis passé par le tronçon collège protestant Ranco où j'ai vu des élèves, peut-être qu'ils étaient en retard parce qu'il y a 8 heures. Eh bien, ce tronçon Ranco collège protestant du boulevard des Armées qui est réouvert à la circulation depuis vendredi dernier. Mais comme quoi le développement, la route du développement passe par le développement de la route, et la presse togolaise se montre très pointilleuse pour tout ce qui concerne les infrastructures routières. La preuve, tous les journaux que nous avons aujourd'hui reviennent sur cette réouverture de tronçon, avec notamment le Messager qui écrit: le boulevard des Armées reprend du service. Le MNS Group qui réussit son pari. Nouvelle Opinion, Tchanyao, vous aussi vous écrivez que la réouverture du boulevard des Armées depuis vendredi s'inscrit dans la poursuite
de la politique des grands travaux du président de la République. Tout à fait. Et particulièrement, ce boulevard intéresse tout le Togo, puisque d'aucuns l'appelaient la route de la vie. Souvenez-vous, c'est par là que beaucoup de nos malades, beaucoup d'accidentés sont transportés pour aller au CHU Sylvanus Olympio. Et depuis que ce boulevard ou cette route est devenue une route à problème, parce qu'il y a eu plusieurs entreprises qui ont tenté ou à qui on a confié la réfection de cette route et qui ont malheureusement échoué, il y a d'intérêt que lorsque cette route se retrouve aujourd'hui, qu'on en parle. Et ça se loge directement dans la politique de développement de notre pays. Et vous avez si bien dit que la route de développement passe par le développement de la route. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est réalisé effectivement. Et depuis vendredi, vous allez constater que même dans les autres artères de la capitale, il y a une fluidité de circulation. Parce que une fois qu'elle était fermée, beaucoup des citoyens, beaucoup d'usagers sont contraints à faire des contorsions ou des contournements qui paralysent quand même la circulation. Ce travail, heureusement, a été l'œuvre d'un entrepreneur togolais, Midnight Som, même si le confrère messager a évoqué que le MNS Group, c'est à la tête un compatriote qui a l'art et qui s'est mis, et malheureusement, de 8 mois de délai qu'il avait, il a pu réussir à achever ce travail en 6 mois. Je crois que tous les Togolais, tous les gens qui nous suivent aujourd'hui doivent faire un tour pour s'en apercevoir et pouvoir apprécier, puisque tout ce que nous dirons ici peut-être serait de la pub, que chacun essaye d'emprunter cette bretelle et tirer la conclusion qui est la sienne. Moi, personnellement, j'ai donné une mention et j'ai dit que... La mention ? Très bien. Okay. Le travail a été fait avec beaucoup de professionnalisme et je souhaitais qu'il y a le champ de course. Le champ de course qui joint le carrefour de Badago, qu'il faut essayer de voir devant le studio de Canal, qu'on peut remettre à celui qui a pu réussir cette œuvre salvatrice qui fait la fierté de nous tous. Merci. Je rappelle juste que le tronçon de l'avenue Champ de Course qui passe devant nos studios a été réhabilité il y a quelques années par les forces armées togolaises. Les travaux avaient été coordonnés par le général Aeva qui était le chef d'état-major des forces armées togolaises à l'époque. Le travail est, je suis pas spécialiste pour apprécier, mais c'est bien fait, sauf quand même les avaloirs. Dont on ne sait pas si on a volé la couverture ou quoi, qui crée ce trou-là au niveau du marché aux fruits et dont nous parlons de temps en temps. Eh bien, ce boulevard des armées, nous en parlerons toujours, tout comme le fait Togo Matin, qui nous rappelle aujourd'hui que c'est un boulevard en fait long de 3,8 km. Il part de la colombe de la paix et aboutit au collège protestant de Tokoin en passant par le camp général Nyasingbe et Adema et également l'église Saint-Martin de l'Ouganda. Les travaux ont coûté la somme de 3,649 milliards, ou bien si vous préférez 3,649 millions de francs CFA, financés par la Banque africaine de développement et l'État togolais. C'est une entreprise qui a commencé, c'est le Midnight Sound Group qui a terminé, Didier Asogba. Voilà cette histoire de ce boulevard-là qu'on réécrira toujours, mais cette fois-ci quand même en ayant la chance de passer dessus. Oui, on dira tout est bien qui finit bien. Ou si par endroit ou par moment c'était mal, heureusement que c'est fini. Et cette route-là a été rouverte à la circulation depuis le vendredi dernier. Et c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est de savoir également que c'est du savoir-faire local qui a été mis à contribution et que aujourd'hui les Togolais peuvent emprunter facilement cette route-là, surtout cette route-là qui est facile d'accès, pour qui donne directement sur le CHU Sylvanus Olympio pour les ambulances et d'autres véhicules médicalisés qui devraient venir de l'intérieur ou même
d'autres quartiers de Lomé. Également d'autres carbières qui iraient chercher nos parents à la morgue. Évidemment. Oui, évidemment. Donc, disons, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je sais pas, je suis pas, comme quelqu'un l'a dit, je suis pas spécialiste non plus des TP, je sais pas la qualité du travail qui a été fait. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est que si je prends la route, je peux aller directement de l'autre côté, d'un bout à l'autre. Et aujourd'hui, le carrefour Gbadago, autrefois carrefour a problème aujourd'hui trouver une solution, et espérons que les travaux vont continuer dans ce sens-là, et c'est ça. Et l'espoir est mis également par une auditrice que le boulevard des Armées sera intégralement ouvert, notamment le tronçon qui passe par le camp Gérald Gnassingbé Dema pourra être également ouvert. Comme ça, on peut joindre directement et très rapidement le lycée de Tokoin au collège protestant. Lucien? Vous savez, le boulevard des Armées n'est pas un très grand boulevard. On a construit de plus grands boulevards que ça. Mais l'histoire de ce boulevard est triste. Celui qui vient de faire l'observation, s'il a retenu, il saura que c'est l'ouverture de ce boulevard des Armées qui a bloqué la transition. La route n'était pas dans cet état. La conférence nationale souveraine a posé comme préalable l'ouverture des boulevards des Armées au niveau camp RIT. Kofigo s'est cassé la dent là-dessus. Il n'a pas pu parce que l'armée n'a pas accepté, pour la simple raison qu'à l'époque, le chef de l'État habitait là, dans le camp. Bon, après la boulevard des Armées, c'était une bonne voie. Moi, j'ai pratiqué ça depuis, il n'y a aucun problème. Sauf que, dans le souci, d'après mes informations, de promouvoir les entreprises BTP togolaises, le gouvernement s'est mis sur lui de promouvoir une entreprise à une vitesse exponentielle. Il s'agit de Seco BTP. Donc Seco, d'un seul coup, a eu tous les chantiers. Vous voyez tout ce qu'il a fait vers Limousine, tout ça là, on était en record. On disait tous très bien que les Togolais, on a relevé le défi de Bomaf, où les Burkinabés viendront faire notre route pour nous, alors qu'à l'époque, aucune grande société togolaise n'était en mesure de concurrencer avec eux. Et on a soutenu Seco. Quand on a soutenu Seco, à partir de rien, est arrivé à 4500 personnes effectives. Et Seco avait des chantiers partout sur le territoire togolais. Et puis d'un seul coup, tout ça fait flop. Ce qui veut dire que ce n'est pas le savoir-faire qui manque aux Togolais. La société MNS, ce n'est pas une société de BTP, c'est une société qui s'est spécialisée dans plusieurs domaines. Son patron était un ami de vieille date. Le consul est mon ami. Et lorsqu'il a fini cette... Victor Sossou. Oui, c'est Victor Sossou. Lorsqu'il a fini la voie, j'ai vu quelque chose là-dessus. Je l'ai appelé et je suis allé le voir à la maison. Je dis, mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il dit, pourquoi? Il dit, mais c'est une voie pas très extraordinaire, on a fait beaucoup de choses. Pourquoi vous mettez cette affiche avec la photo du président? Vous êtes en train de politiser votre entreprise et ça risque un jour de vous porter préjudice. Il m'a dit, tu as raison. Mais il m'a expliqué que c'est ses collaborateurs qui ont pris l'initiative de le faire et ils l'ont fait. Très bien. J'ai appelé le collaborateur. Je lui ai dit, si la prochaine fois vous voulez faire des choses comme ça, ne mettez pas, vous soutenez la politique de grands travaux forts. Il faut dire, nous soutenons sa politique de développement. C'est comme Tianho vient de le dire. Parce que au Togo, quand tu parles de la politique de grands travaux, ça rappelle de mauvais souvenirs. C'est toujours la politique de grands travaux. Quand on fait une rue, c'est la politique de grands travaux. Merci. Donc, non, je vais conclure. Oui, concluez. Le problème essentiel, c'est que, il ne faut pas que notre ami, le conseiller Sossou, ait la tête grosse. Il a réussi quelque chose que nous voulons apprécier à sa juste valeur. Et il serait vraiment hautement indiqué qu'il fasse l'effort chaque fois de faire plus pour ne pas connaître le même sort que Seco. Merci. Eh bien, Tchakala, votre journal courrier, vous prenez acte que le groupe Midnight Sun a réalisé une prouesse et vous trouvez que le groupe Midnight Sun devient de plus en plus un solide socle pour relever le pari de l'avenir. Mais lorsque les autorités étaient sur le terrain, ils ont apprécié le travail, mais ils nous ont appelé aussi, nous les citoyens,
de prendre soin de cette infrastructure, notamment en entretenant l'infrastructure, en nous bouchant pas les caniveaux, mais en nous comportant également de façon intelligente, notamment en respectant le code de la route. Or, votre journal dit avoir surpris un conducteur indélicat. Vous êtes bien dur quand vous le qualifiez même de criminel sans foi ni loi qui a failli causer un accident mortel. Oui, justement, c'est nous qui avions... Les criminels continuent. Oui, nous avions été au cœur de cette malheureuse situation. C'était en effet jeudi dernier autour de 16h. Nous étions au bureau quand on a voulu aller voir un ami à côté et on a arrêté une moto. Et au niveau de la pharmacie de la Nation, voilà une voiture qui jouait à la Formule 1. C'est-à-dire que le chauffeur à bord d'une Tucson noire, j'ai donné l'immatriculation, rappelez-le-moi s'il vous plaît. Vous dites que le véhicule c'était une Hyundai Tucson TG, oui. Numéro 7439 AS. Oui, c'est un criminel à bord de ce véhicule, ce n'est pas un conducteur. Ce monsieur n'a aucun... un chauffeur. Non, c'est un criminel, pas un chauffeur. Il n'a aucun égard pour la vie. Et ce monsieur, il venait à tombeau ouvert sur nous. Et le réflexe que nous avions eu, c'est de nous rebattre sur le bas-côté, bien que nous n'avions pas occupé toute la voie. Et on lui demande, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et on a pu le rattraper. Il dit, mais monsieur, vous trouvez normal de conduire de cette sorte? Et très gonflé, arrogant, on sent que ce monsieur n'est pas au contrôle de lui-même, peut-être sous l'effet d'autres choses qu'il aurait pris. Nous demande avec mépris d'aller nous plaindre là où on voudra. Et nous sommes allés directement au niveau du commissariat du 3e arrondissement. Pour nous plaindre, on a demandé à voir le chargé de police là-bas, un commissaire qui nous a reçus, et on lui a relaté les faits. Il a pris note, mais depuis jeudi après-midi jusqu'à ce jour, on nous a pas fait signe que le conducteur, le chauffeur, le criminel a été retrouvé et qui doit avoir une confrontation entre lui et nous. Donc, le ministre de la Sécurité ne peut pas tout le temps sortir et grainer ce funeste chapelet qu'il y a eu tel mort à cause des accidents et qu'il va avoir des gens comme ça. Lui, c'est un dangereux type en divagation. Il va falloir qu'on lui retire chez eux. D'autant plus qu'il était au volant d'une voiture de l'État. Non, pas une voiture de l'État, c'est une voiture personnelle, une Tucson TG. Oui. Donc, il s'est montré irrévérencieux, grossier, en disant que allez-y vous plaindre. Donc, ça veut dire que ce monsieur est sorti avec la ferme intention de faucher des vies. Bon, s'il appartient à une secte où on lui a demandé, mais il faut faucher des vies, je crois que son sang coulera. En bon citoyen, vous êtes allé au commissariat, porter plainte, et vous avez communiqué au commissaire la plaque d'immatriculation de ce véhicule. L'heure à laquelle l'incident s'est produit, la plaque et le lieu, l'endroit précis où le fait s'est produit, et jusqu'alors, nous attendons quand même qu'il y ait une confrontation. Parce que c'est des gens comme ça qui font que, on dit que tout le temps, c'est les conducteurs de taxi-moto. Mais il y a aussi des conducteurs de véhicules qui n'ont aucun égard pour les autres, qui causent des accidents. Donc, ce monsieur mérite d'être recadré. Et si possible, s'il a un permis, et je doute fort, s'il avait un permis, il ne se comporterait pas comme ça, qu'on lui retire le permis s'il a un. Je ne sais pas si la réglementation au Togo permet déjà de retirer son permis. Mais il va falloir qu'on en arrive là pour éviter les dégâts. Oui. Il y a longtemps. Si tu ne sais pas, moi je te le rappelle. On va me retirer ici à Lomé. Quand une femme s'occupait, il retirait tout. Oui, est-ce qu'il y a une loi? Il n'y avait pas une loi, ça se faisait. La pratique s'impose. Lucien, il y a des choses que nous faisons. Mais nous sommes en état de droit. Nous bâtir tous nos comportements. Non, il y a ce qu'on appelle le droit acquis. Mais merci. Uriel Enyan. Quand il s'agit de la vie des citoyens, on peut nous retirer le permis. Oui, par rapport à ce type de chauffeur, je pense que c'est très regrettable. Ils sont nombreux, surtout à Lomé, à se comporter de la sorte. Il y a au niveau de plusieurs carrefours, c'est pas du tout possible. Si on pouvait vraiment retirer, mettre en fourrière les véhicules de ce genre de personnes, au moins ne serait-ce que pour une semaine, pour que leur folie, la folie dont ils ont la grandeur dans la conduite, on puisse réduire un peu, ça réduirait également un tant soit peu les accidents sur nos routes. Si vous permettez, sur le boulevard des Armées, nous étions à ce studio quand le doyen Tchaniao et Tchakala annonçaient
la reprise des travaux. Et heureusement, ils nous ont promis que, connaissant cette entreprise, les travaux finiraient dans les délais. Le jour-là, nous avons émis nos inquiétudes. Heureusement, aujourd'hui, le boulevard a été ouvert pour le bien des populations. Moi, je ne vais pas m'attarder sur l'appréciation de l'entreprise ou des entreprises qui ont failli avant qu'on ne remette le chantier à Midnight Sun. Moi, je voudrais tout simplement saluer le sens de grandeur des autorités qui ont pris la responsabilité sur eux d'investir pour que ce boulevard-là soit reconstruit entièrement. Et je les exhorte également à en faire pour les autres tronçons critiques à Lomé, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays, pour qu'on évite les accidents au maximum. Merci. Le boulevard des Armées, toutes les rues de Lomé, peut-être seront la préoccupation des nouveaux maires qui prendront les dispositions pour l'entretien, pour que ces infrastructures soient bien sauvegardées et nous restent utiles. Non, ce domaine, je voudrais ajouter un mot parce que c'est très sérieux. Si on t'a raté une fois, tu ne parlerais pas de la loi. Tous les Togolais savent que la vie, ça ne coûte rien, tu meurs tout de suite. Ensuite, c'est quoi? Le vrai problème est que, si je te dis, le nombre incalculable de lois, de textes arrêtés, votés, et que les gens ne respectent jamais, quand nous sommes devant des situations comme ça, que nous dénonçons, il ne faut pas nous demander le droit d'une loi. Juste rappeler que nous sommes un état de droit. Non! Nous devrions nous appuyer sur la loi. Non, l'état de droit, l'état de droit, c'est que, non, attends, laisse-moi terminer. L'état de droit, c'est lorsque on passe à tout pour tuer, et qu'on lui dise, mais, il n'y a pas de droit. Lucien, vous êtes en retard, sinon vous aurez compris que nous avons situé l'émission sous la pensée du jour de Jules Stahl, qui nous enseigne que l'homme de conscience et d'honneur n'a pas besoin de loi pour suivre le sentier de la vertu. Maintenant, je ne suis pas philosophe. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons venir donc à l'élection des maires de nos communes. Nous commençons depuis la semaine dernière à mettre des noms et des visages sur les maires. Et déjà, la présidentielle 2020 est devant nous. Revue de presse avec Menga Info qui nous rappelle que les maires des deux communes de la préfecture de la Bina sont connus. Ce sont deux maires qui viennent du parti uni. Et vous écrivez même que la préfecture de la Bina se trouve rattachée aux idéaux du parti uni. Uriel. Ça, les maires des communes Bina 1 et Bina 2 ont été élus hier dimanche. C'était en présence du ministre d'État Essosoli Toké, des deux députés de la Bina et autres cadres de la préfecture. Je pense que l'opposition n'a pas eu assez de traces dans la Bina parce que dans la commune Bina 2, les 11 conseillers sur 11 ont été remportés par 100%, comme on le dit en langage courant. Ouais, les partis unir, et c'est là que le monsieur Tatangé Ali a été élu maire. Tatangé Ali, c'est un ancien médecin colonel. Les deux maires de la Bina sont du parti uni, tout comme la commune d'Amou-Oblo, dans la préfecture d'Amou également, est dirigée par un maire uni. Il s'agit de Mei Nyasingbe, qui s'est retrouvé, qui se retrouve maire de la commune d'Amou-Oblo. Mei Nyasingbe qui va cumuler son statut de député de la nation et également de maire d'Amou-Oblo. Et d'après ce que nous lisons, Mei Nyasingbe a été élu maire avec des voix qui viennent des partis autres que unis, pour ne pas dire d'opposition. Et quand on revient ici à Lomé, notamment Golf 5 à Flao Gakli, dont le maire est Aboka Konsi Agbenyegan, élu également maire avec quelques voix de l'opposition. Et Forum de la semaine qui en parle écrit que Aboka élu maire, l'ANC en colère flingue la C14, ce qui donne une polémique vraiment qui s'enfle sur les réseaux sociaux. Mais juste rappeler que Tchakala, vous êtes citoyen de la commune Golf 5 et votre maire c'est Aboka. Oui, on s'attendait à tout, sauf à voir le sieur Aboka trôner haut à la tête de cette commune.
L'homme n'est plus à présenter, l'homme a défrayé la chronique pour un temps, mais ce qui est tout curieux, est-ce qu'il y a eu vote là-bas? Mais je crois que d'après nos recoupements et d'après tout ce que nous avions eu, mais Aboka était imposé. Les gens étaient là, ils se préparaient à aller au vote quand certains responsables du parti sont venus, dit, Monsieur Aboka, c'est votre maire. Vous? Non, je crois que la réunion inaugurale des conseillers de cette commune a été organisée par le préfet en présence du ministère de l'administration. Et une élection a été faite. En dehors du préfet qui devrait chapeauter cette réunion, il y a eu des cadres, pas des moindres du parti, qui sont venus et qui, par un diktat implacable, ont dit, mais Aboka, c'est votre maire, voilà tel, c'est le premier agent, ainsi de suite. Mais vous, qui aviez été élus, certains, on leur a interdit karma de se positionner pour postuler à quelque charge que ce soit. Donc je trouve que ça ne fait pas sérieux, parce que c'est des scrutins de liste. Des gens ont eu à porter leur choix sur des gens. Mais si on intime des ordres à certains de ne pas se positionner, je crois que c'est tout à fait dommage. Et ceux-là qui ont porté leur choix sur ces gens-là vont dire que, mais finalement, là, c'est quoi? Pourquoi nous avons porté notre choix sur tel et tel et finalement, ces gens-là n'ont rien eu? Maintenant, s'agissant des voix qu'on dit d'être d'autres bords qui se sont ralliés pour faire de certains maires du pouvoir des choses, mais il faut discipliner certains militants. S'il n'y a pas cette discipline, les gens sont obligés. Mais ceux-là contestent d'être de l'ANC ou d'être de la C14 qui, au lieu de se serrer les coudes pour faire de certains de leur bord des maires, si ces gens-là n'ont pas pu respecter le mot d'ordre de leur parti, ça veut dire que c'est des partis indisciplinés où chacun se lève, chacun se lève et fait ce que bon lui semble. Donc la responsabilité n'incombe pas au parti qui a bénéficié de ces largesses-là. Mais pour le Golfe 5, c'est vrai que moi je n'étais pas à cette réunion inaugurale, mais d'après les éléments que nous avons pu recueillir des conseillers qui étaient là, il se dégage que 2 conseillers de la C14, un conseiller du MPDD, un du NET, un de l'UFC, deux indépendants ont accordé leur voix à ceux d'UNI, et c'est ce qui a concouru à porter Aboka à la tête de la commune Golfe 5. C'est les éléments que moi j'ai pu recueillir. Oui, évidemment. Et c'est d'ailleurs ça ce qui s'est passé. Et si aujourd'hui Aboka se retrouvait à être maire de la commune Golfe 5, c'est l'opposition dans son ensemble qui doit regretter la polémique qui s'en est suivie. Aujourd'hui, les gens ne sont pas solidaires entre eux, les gens ne sont pas entre griffes sérieux entre eux, et ils se sont tirés une balle dans le pied, ils se sont posés des pots de banane, et après l'élection s'est déroulée comme cela s'est déroulé. Et moi je salue pour une fois l'esprit qui a prévalu, parce que des gens se sont retrouvés à un moment donné déchargés de leur peau de politiciens, de carcans, du poids de leur parti. Voilà, de camps politiques, et des gens à un moment donné se sont exprimés librement, comme cela a pu se passer dans Gwen V5, où Unir est arrivé en tête avec plus d'élus, mais c'est une dame de l'ANC qui a été élue à la fin, comme ailleurs d'ailleurs où l'opposition n'avait pas de chance, mais qui s'est retrouvé à devenir maire, alors que Unir avait peut-être beaucoup plus d'élus, avec des indépendants qui pouvaient voter pour Unir, et à la fin on se retrouve avec un maire de l'opposition. Mais ce qui s'est passé à dans Golfe 5 est juste regrettable, parce que si nous devons nous-mêmes si nous devons nous-mêmes à chaque fois essayer d'échapper à nos responsabilités et accuser les autres, c'est pas bien. L'opposition elle-même a fauté dans Golfe 5, et aujourd'hui on a pu écouter les 2 partis politiques qui se font la guerre, notamment l'ANC et la CDPA, qui se sont rentrés proprement dedans depuis le vendredi dernier. Aujourd'hui, ce n'est pas Aboka qui a demandé aux gens de lui voter. Des gens ont voté en leur âme et conscience ce qu'ils pensent être bon. Maintenant, je pense que un maire, c'est juste 5 ans et ça va passer. Merci. Donc, ces jeux d'alliance qui sont joués dans plusieurs communes, Golfe 4 ici, dont le maire est Jean-Pierre Fabre. Fabre a été élu grâce aux voix des autres.
ailleurs aussi, Golf 2, 3. Mais là où les gens se sont entendus, il y a pas problème. Mais là où, par faute d'entente de la part des partis de l'opposition, UNIR a triomphé. C'est ce qui donne naissance à des polémiques où les gens s'attaquent, se reprochent un peu partout. On va d'abord écouter Tchaniaou. Moi je crois que tout ce qui se passe et que les confrères relèvent ici est venu, c'est le couronnement de la réussite de la marche démocratique du Togo. Je voudrais retourner en arrière pour dire que le Togo revient de très loin. Notre pays, connu pour être le pays à haut taux de contestation à chaque élection, a fini par aller à une élection où jusqu'à ce jour, je n'ai pas entendu dire que les gens de l'ANC sont sortis pour marcher, les gens du CA, ou tous ceux qui ont pris part à ces locales-là, personne n'est en train de demander qu'on lui a volé ces élections. C'est déjà quelque chose qui démontre que le Togo a réussi sa démocratie. Nous avons tout le temps chanté qu'il faut la démocratie à la base. Nous avons commencé, on a été aux législatives, certains ont dit non, nous n'irons pas. D'autres ont été et les choses marchent. Les choses marchent sérieusement dans le pays. Et voilà que nous sommes allés à ces élections locales et les gens ont compris maintenant le jeu des alliances. Je crois que ce n'est pas au Togo seulement que quand les gens finissent des élections locales, on fait des alliances. Vous avez même un terrain où vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé de vous rallier ou de faire des concessions avec certains pour passer. Et c'est ce qui se fait. Qu'on élise Aboka ou qu'on élise quelqu'un d'autre ou qu'il y ait des difficultés, c'est comme ça doit se passer en démocratie. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Togo a réussi. Ce que les gens ne croyaient pas hier est possible. Vous voyez les gens Pierre Fabre qui sont élus maires et qui n'ont pas contesté l'élection. Ça veut dire que nous sommes bien partis et que 2020, tout ira sur des roulettes et le Togo, enfin, va rentrer dans ce concert des nations démocratiques où les gens ne vont plus contester des élections. Merci. Le jeu des alliances qui font l'objet d'appréciations diverses selon qu'on soit ici ou là. Non. Oui, Lucien? Les commentaires, on doit les faire quand ça s'impose. Ce que Tchaniaou vient de dire n'est que trop vrai. Nous venons de briser le cercle, le carcan des partisans. Regardez ce qui s'est passé en France avec Macron, qui a cassé la droite et la gauche, parce que les gens ont quitté la gauche, les gens ont quitté la droite pour créer un parti de toutes pièces et puis ils ont pris le pouvoir. Et même après le Togo, je n'ai pas dit que nous avons réussi. Nous sommes en train de réussir. Parce que j'ai décerné trop vite de satisfaction. Au moins cette fois-ci, on a réussi à briser ce cercle vicieux de personnalisation du débat politique. Les partis politiques ont compris que, par exemple, dans une commune, les gens sont tous de là-bas et ils veulent qu'il faut s'entendre pour développer. Maintenant, nous n'allons pas passer notre vie à revenir sur le passé, à faire comme un chauffeur qui conduit les yeux rivés sur le rétroviseur. Voyons un peu ce que les maires qui sont élus vont faire et pour que d'ici quelques temps, ce que les changements qui vont advenir. Si les Togolais peuvent s'entendre, pour une fois, je dis sur le terrain politique, peuvent s'entendre pour faire quelque chose, nous pouvons que rendre grâce à Dieu. Merci. Voilà ces élections locales dont Tchaniaou rappelait que aucun parti n'a contesté ces élections, ces résultats en manifestant. Ceux qui l'ont fait devant la Cour suprême. Ouais. Et à partir de moi, la Cour suprême s'est prononcée. Tout le monde s'est tu. Maintenant, c'est le jeu d'alliance. Et les gens s'en prennent aux amis d'hier pour n'avoir pas été fidèles ou loyaux. C'est de l'archaïsme politique. Uriel? Oui, mais jusqu'ici, les préfets ont 15 jours pour valider ces élections. Mais je voulais revenir sur l'intervention de M. Tchaniaou. C'est bien, ce n'est que trop vrai, comme l'a dit le doyen Lucien. Mais quand vous dites que si après l'élection, Jean-Pierre Fabre ne conteste pas, Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas une référence, ce n'est pas la référence démocratique ou politique. Non, quand vous le dites, vous êtes allé trop loin. Jean-Pierre Fabre, personne, allez-y vous renseigner sur le Golfe 4. Les candidats d'UNIR, les conseillers élus pour le parti UNIR, personne n'a imaginé à la veille de cette élection du maire que UNIR ne remporterait pas.
Personne n'a imaginé. C'est parce qu'ils n'ont pas su jouer le jeu d'alliance. Nous avons évoqué leurs problèmes ici. Eux-mêmes, ils ne se sont pas entendus. Ils se sont laissés aller d'unir dans Golfe 4. Dans Golfe 4, ils sont allés en rang dispersé. Ils se sont trompés, ils se sont joués. Et tout ça, le jour J, c'était de la surprise. Donc, ça ne m'étonne pas si dans Golfe 5, M. Aboka devient maire. Bon, je comprends M. Tchaniao parce que M. Tchaniao, Tchakala plutôt, Aboka pour lui, c'est quelqu'un qui expérimente la latérite rouge en pleine ville, ce qui n'est pas normal. Donc, personne n'a voulu cette tête encore pour dire que c'est un maire. Comprenez que les gens ont fauté beaucoup dans le jeu des alliances et ça les a rattrapés. Merci. Alors tout cela amène Liberté attitré en éditorial Togo, une opposition maudite. Et puis Liberté également qui produit une réflexion de Maryse Kouachi, qui est universitaire, membre du mouvement des forces vives à Espérance pour le Togo, qui indique, qui formule 7 vœux à l'endroit de la classe politique de l'opposition. Faute de temps, on ne peut pas aller plus loin. Nous allons marquer une pause, adresser un clin d'œil à nos partenaires, puis nous nous ouvrons sur vous. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous sommes à présent connectés à vous sur les 2 numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour intervenir sur l'une ou l'autre question aujourd'hui au menu du Club de la Presse. Le premier de la classe aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur C'est monsieur Robert. Robert. Ouais, aujourd'hui vous avez parlé des voix. Oui. J'ai essayé de faire la voie cour d'appel Carrefour Super Ancola. Cour d'appel. Oui. Oui. J'ai compté 314 trous. Sur la chaussée. Sur la voie même. Vous dites cour d'appel jusqu'à quel niveau? Super Anco. Le Carrefour Super Anco. Cour d'appel Super Anco. Oui. Vers Agoué, ça? Oui, Agoué. Oui. J'ai compté 314 petits trous. Mais je me dis, c'est quelle société qui a pu faire ça? Donc, il faut voir. D'ici la saison prochaine des pluies, je crois que la voie serait impraticable. Donc, notre ami dit avoir compté 374 trous. Alors, oui. Vous étiez en voiture ou bien à pied? Non, à pied. À pied. Alors, oui. Vous êtes un bon comptable, alors. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Ebomaf qui avait fait ces travaux-là. Tchakala, vous confirmez ou bien vous demandez? C'est Ebomaf. Bon, je crois que c'est Ebomaf. Je pense bien. Ok. Alors, sous réserve que notre ami a bien compté, le ministère ou bien l'institution en charge de ces routes-là sera appréciée. Pardon? Bon, il y a déjà le suivant en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Bozambo. Bozambo. Oui. Oui, nous écoutons. Ok, j'aimerais dire que à Badja, on nous a donné un lycée, ça fait 5 ans. Mais on n'a pas construit. Donc le proviseur seul qu'on nous a amené. Et maintenant, nous souffrons dans le pays. Donc cette rentrée, j'étais parti voir le directeur ce matin avant d'arriver à Lomé. C'est trop. Alors le lycée de Badja, il se présente comment? Est-ce qu'il y a des bâtiments? Il y a des bâtiments que vous savez au Togo, donc les CG qui transforment au lycée. Oui. Donc les bâtiments de CG qu'ils ont transformés au lycée. Donc ils n'ont pas pensé de construire une nouvelle case pour les gens du second jusqu'à aller au terminal. Les enseignants non plus. Maintenant, ce matin, les gens souffrent. Il y a plus de 100 et quelques 150 personnes qui sont rentrées dans une classe. Ils sont assis sur 4 à Badja. Donc, le lycée vient squatter les classes déjà insuffisantes du CEG. Oui. Merci. Donc, nous prions le ministre, lui-même n'a qu'à venir voir et nous soutenir. Donc, si quelqu'un ou un géant le coûte, ils n'ont qu'à nous donner quelque chose pour servir nos enfants et nos petits chouchous. Merci, c'est dit. Oui, déjà le suivant, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Dieudonné. Monsieur Dieudonné. Oui. Oui, nous vous écoutons.
J'aimerais intervenir sur la route qui mène vers Ganaoula. Il y a trop de bruit autour de vous là. Ajustez bien le haut-parleur. La oui. route qui mène vers Ganaoula. Oui. Arrivé au feu rouge qui mène vers Ganaoula. Si tu quittes la fédération, si vous quittez la fédération, arrivez au feu rouge. Oui. Nous vous suivons très mal. Vous êtes en déplacement? Non. Je suis à un niveau bon. Il y a un peu de livre. Oui, arrêtez-vous quelque part pour nous parler, s'il vous plaît. Ok. Bon, si vous quittez le petit contournement, vous parlez du petit contournement. Oui. Qui part de la fédération de football vers la Foire Togo 2000. Oui. Bon, arrivé au feu rouge, en retournant vers le rond-point Tiga, il y a un grand trou là-bas. Entre-temps, il y avait eu une conversion là-bas. Le bouton était cassé. Il paraît qu'il y a une pompe là-bas. Le tuyau était cassé. Et bon, ça a pris beaucoup de temps. Les gens sont venus travailler là-bas et puis, bon, ça s'est amélioré un peu. Bon, maintenant c'est réparé. Le trou est toujours là-bas. Le trou est toujours là. Le trou est toujours là-bas. Merci beaucoup. Ils ont mis les pneus là-bas. Des fois même, quand tu vois les gens, chaque fois il y a des accidents là-bas. Merci. Donc si vous pouvez faire quelque chose. Non, c'est pas nous, hein, c'est pas nous ne faisons que dire, c'est le ministère en charge des infrastructures qui doit s'occuper de ces problèmes-là. Mieux vaut les réparer au fur et à mesure, sinon ça va faire grandir davantage les problèmes. Le suivant déjà, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Monsieur Sass, comment vous allez? Nous nous portons bien. Bon, d'accord. Je dis bonjour également aux auditeurs. Mais vous venez de parler de Golf 5. Oui. J'aimerais apporter une petite contribution. En Golf 5, essayez d'inviter peut-être quelques personnes. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses et on était obligé d'agir d'une manière un peu collégiale. Qui ont? Oui, mais les conseillers, moi je fais partie du clergé aussi. Ah, vous êtes conseiller municipal de Oui, de je suis conseiller municipal de Golf 5. Mais je vais vous revenir, je pense, après l'antenne, nous allons avoir à discuter et nous allons mettre plus d'éclaircissements aux auditeurs. Parce que le Togo n'est plus comme avant. Il faut commencer par changer les choses et expliquer mieux aux gens. Je vous remercie. Je vous en prie, mais restez, demandez au technicien, il va vous donner mon numéro. Comme ça, vous m'appelez après l'émission, on va convenir d'une rencontre de travail. Merci à cet ami. Voilà, les premières interventions, c'est sur les trous des routes que nos amis comptent même méthodiquement. Lucie. Bon, pardon. Nous avons, c'est pas qu'il y a des gens aussi talentueux qui peuvent compter les trous jusqu'à 364. Ça, c'est bien. C'est la preuve que les autorités togolaises, nos dirigeants, ça doit savoir qu'ils sont observés par les citoyens. Quand quelqu'un compte des trous jusqu'à 364 sur une route, il faut le féliciter. Ce n'est pas banal, ça. Bon, maintenant, tout ce que nous faisons ici, vous découvrirez que, à part les questions du Golfe 3, 4, 5, là, qui sont essentiellement politiques, toutes les préoccupations des Louméens portent sur les voies, les routes, ici, trous par-ci, par-là. Mais il y a des institutions, des structures chargées des réparations. Alors, quelque part, il y a une question de personne, quelque part. On fait les routes, quand il y a un trou, on laisse ça s'élargir, ça crée des choses. Il faut que les autorités déjà payent le péage. Réagissent promptement. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui entend en ligne depuis. Bonjour. Bonjour, Sass. Oui, c'est monsieur Thierry. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? C'est monsieur Thierry. Oui, nous vous écoutons. Moi aussi, j'aimerais parler des routes, là. Quand vous quittez Palm Beach, arrivez à Gbadakhonou, c'est-à-dire le carrefour, c'était à Gbadakhonou, là. Oui. Je ne sais pas si les gens maîtrisent la route là, mais il y a un grand trou là-bas. Oui, je suis passé par là, pas plus tard que samedi. C'est très dangereux, quoi. Surtout quelqu'un qui ne maîtrise pas la route. Bon, vous imaginez un peu. Et puis le ministère des Travaux publics, c'est pas loin de là, quoi. C'est à côté de la justice, donc. Et c'est devant la direction de la police nationale. Oui, voilà, juste au carrefour là-bas. Voilà. Mais si je suis passé là-bas samedi soir, c'est vrai qu'il y a une réparation à faire là-bas promptement.
Uriel Lignan, oui, sur les premières interventions de nos amis auditeurs. Ah là, c'est l'éducation, ça, les premières interventions. Le premier, il a parlé d'un lycée à Badiak, oui, qui n'a pas de salle de classe. Heureusement pour eux, quand même, que le gouvernement a pris l'initiative de créer un lycée chez eux. Avec des enseignants affectés. Les autres attendent ça actuellement. Il y a les cadres du milieu qui peuvent commencer par faire des appartements le temps que l'État ne revienne. Merci. L'auditeur en ligne qui s'impatiente. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Monsieur Abdel. Abdel. Vous êtes le bienvenu. Merci, monsieur Sass. Je voudrais prier nos autorités qui s'occupent de nos routes, puisque c'est de ça on parle. De souvent, moi je vais intervenir par rapport aux cassites, les dos d'âne là. C'est habituellement mal fait au niveau du Togo ou bien de Lomé. Quand vous prenez par exemple la voie de la HAC, si vous avez une petite voiture, vous allez chaque fois casser votre voiture de sapement. Ils n'ont qu'à prendre soin de le faire, même si vous le montez à un certain niveau, un peu large et un peu long pour permettre aux pneus arrière de monter sur le cassis d'Odan avant que celui de devant ne descende. C'est comme ça, on ne pourra plus casser nos... Ils le font très petit, mais et là tu casses ton tuyau de sapement tout de suite. C'est pas sérieux. Merci. Voilà, j'ai vu à la manchette d'un journal d'aujourd'hui, je crois, la décision de la Cour d'appel par rapport à Betty Chanson. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça, puisque j'ai pas pris le train très tôt. Je voudrais savoir par rapport à la liste ensemble pour le tour et la décision de la Cour d'appel par rapport aux plaintes de la dame Betty Chanson. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous avez des informations, mais informez-nous. Merci, cher ami. Nous n'avons pas débattu de ça, mais vous pouvez acheter le journal Le Messager qui en a parlé et qui écrit « Affaire Betty Chanson et la liste ensemble pour le Togo ». Ce que dit la décision de la Cour d'appel. Nous pourrions avoir le confrère au studio dans les jours à venir, mais vous pouvez déjà commencer par acheter le journal et vous approprier le contenu. Monsieur Sass, bonjour. Bonjour. C'est Abonné. Abonné, oui. Nous vous écoutons. J'ai fait un constat. J'aimerais partager ça avec vous pour que vous donniez des informations là-dessus. Vivement. Ça concerne nos établissements scolaires. Oui. Nous savons que la population s'accroît à un degré élevé, mais est-ce que la scolarité, l'apanage ou bien le fondement, je ne sais pas si c'est fondement, je dois dire, le travail des associations, des ONG, des groupements, des parents d'élèves, est-ce que c'est leur boulot? Lorsque un nouveau quartier se crée, c'est le devoir des ONG, des associations de trouver un établissement scolaire. Je le dis pour le fait que pour cette rentrée, nous sommes allés à Palimé, on a beaucoup d'établissements en clair. Et quand on pose la question, c'est juste pour aider la rentrée pour les élèves, on se rend compte que soit c'est l'initiative de la localité, soit c'est une initiative de certaines bonnes volontés. L'État même se trouve où dans l'éducation en ce moment? Merci. Je vous en prie, mais c'est ce que nous avons déjà relevé, l'insuffisance d'infrastructures, l'État qui n'arrive pas à tout faire, les bonnes volontés ont commencé, mais c'est du devoir régalien de l'État, l'éducation nationale. Allô? Oui, déjà en ligne, bonjour. Oui, c'est Dieu donné qui revient toujours. Oui, bon retour. Oui, merci. J'aime votre émission beaucoup. Et je suis fidèle à ça. Merci. À chaque fois qu'il sonne 11 heures, j'essaie de capter la radio pour écouter les informations, surtout la politique. Et je suis venu encore pour intervenir sur quelque chose. Il s'agit des conducteurs de taxi moto tricycle. Des fois, leur moto, il n'y a pas de clignotant à côté. Des fois, même la nuit, quand il veut te doubler, tu ne vas même pas voir que c'est taxi moto. Tu ne veux pas savoir que c'est taxi moto tricycle. Si tu ne sais pas le doubler, il te renverse. La fois passée, j'ai été renversé au niveau de Jablé. J'étais dans un pont. Dieu merci que, bon, rien de grave ne m'est pas arrivé, sauf que ma moto est gâtée. Et en plus, la nuit, il y a des conducteurs de taxi moto, ils allument le phare. Il y a un phare, quand ils allument ça, tu ne peux même plus voir devant. Vous êtes ébloui? Oui. Au lieu que, bon, surtout les phares là, quand ça allume deux fois, il y a l'anti-brouillard. Si tu es sur une route, et que bon,
tu vois devant, il n'y a pas de véhicule, tu peux lancer le phare, mais dans la circulation comme ça, il y a plein de voitures, bien de motos. Bon, les gens allument les phares quand tu ne peux plus voir devant. Donc, dans vos émissions. Donc, la façon adéquate de manier ces phares, soit on est en côte ou bien en phare, et puis le problème des tricycles, on prend rapidement le dernier auditeur, puis nous faisons le point entre nous ici. Bonjour l'ami. Bonjour, c'est Robert. Oui, bonjour Robert. Oui, c'est pour l'éducation nationale. Quelqu'un parlait tout à l'heure du lycée de Badia. Oui. L'expérience que nous avons, nous allons partager ça avec tout le monde. Et il faut que les parents d'élèves se réunissent pour décider ce qu'il faut faire. Ils vont, malgré que l'éducation nationale ou bien la nation même a demandé qu'on ne prenne pas l'écolage, mais il faut qu'ensemble les parents d'élèves eux-mêmes se regroupent pour décider ce qu'il faut faire. Comme ça, quand les parents ont commencé, les ONG rentrent dedans et les bonnes volontés aussi rentrent dedans. Nous avons fait l'expérience à l'école primaire de Nankoubi, à Lomé. Donc, c'est une expérience à partager avec les autres. Aujourd'hui, nous avons au moins construit 5 bâtiments, 5 classes. Chez vous, à Lankoubi? Oui. Derrière chez moi, là-bas, à Sagbado, le côté. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est le président qui pourra être utile aux localités qui souffrent d'infrastructures. Voilà, très rapidement, un impératif commercial, puis nous revenons. 23.5 Canal FM. Voilà l'essentiel des apports de nos amis auditeurs. C'est beaucoup l'école, beaucoup les infrastructures routières. Seulement 2 ou 3 questions sur les élections locales. C'est la preuve que Lucien Jossou-Messan. Non, moi je voudrais intervenir. Ça c'est normal, c'est une évolution normale parce que nous n'avons pas passé toute notre vie à nous laisser embourber dans la politique où ceux qui sont en avant, ceux qui sont les politiciens ne savent pas là où ils nous amènent. Les gens ont des besoins. La société a besoin d'autres choses. Donc le débat se focalise plus sur les besoins, comment appelle-t-on, quotidien des citoyens. Cela se comprend. Je voudrais tout à l'heure dire quelque chose au sujet de ces fameux tricycles. C'est les renégats de la circulation. Ils sont des hybrides. On ne sait pas s'ils sont féminins ou masculins. Je ne sais pas s'ils sont moto ou auto. Voilà, tu as compris. Je ne comprends pas comment. Quel est le statut? Mais il faut qu'on nous clarifie un peu les choses. Les gens là, quand tu as affaire à eux, mon frère, tu vas regretter, même si tu es dans ta voiture. Donc, non, nous attirons l'attention de tous. Il ne faut pas que c'est toi, Saxe, qui nous parle toujours de la loi. Dites aux autorités à l'Assemblée nationale de légiférer. Merci beaucoup. Les députés ont compris, tout comme le gouvernement aussi a compris. On a beaucoup parlé des maires, mais les chefs cantons, les chefs de village aussi se signalent à notre attention. La preuve, Alirou, votre journal, vous avez fait une incursion dans la préfecture de Logou et vous nous ramenez le cas d'un monsieur que vous présentez comme monsieur Teki, chef quartier de 2 maisons. Et pour assouvir son appétit sur le foncier, qu'est-ce qu'il faut y comprendre, Alirou? Oui, mais ça, il y a des gens sans scrupules qui se permettent beaucoup de choses, des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Est-ce que vous avez déjà vu un chef quartier de 2 maisons? 2 maisons, pas 2 concessions. La concession suppose que ça peut être formé de plusieurs, plusieurs maisons et tout ça là. Donc, un chef quartier de 2 maisons, ça s'est passé à Talo. Voilà un monsieur appelé Teki qui subitement se fait nommer chef quartier. Et il a eu des supports aussi pour le soutenir dans ce funeste élan. C'est quoi? Il veut seulement mettre le grappin sur les terres ne lui appartenant pas. Donc, il s'est fait chef de quartier de 2 maisons. Ça se passe à Talo, histoire d'avoir une certaine légitimité pour vendre des terrains et donner certaines parcelles aussi. Alors, Chakala, j'ai lu votre article parce qu'il est trop pittoresque. Vous présentez le monsieur comme n'étant pas originaire du milieu. Il a été adopté et il s'est imposé. Il a été adopté, on lui a offert un lopin de terrain sur lequel il a construit sa maison. Et puis, il s'improvise et s'impose chef de quartier avec l'accord des autorités politiques, pour ne pas dire, oui, les autorités politiques du Parti uni du milieu. Oui, mais c'est sa maman qui, en quittant le papa de Teki pour se remarier quelque part, est venue avec ce monsieur Teki.
Donc c'est un colis qui est venu d'ailleurs pour s'installer quelque part. Maintenant, ayant pris de l'âge et ayant des besoins, donc il doit avoir de petits champs pour nourrir sa petite famille, on lui a donné un petit lopin quelque part. Et tenez-vous bien, les terrains qui sont tout autour de là où on lui a donné, il était témoin. Pas propriétaire, hein, il était témoin quand les ventes se faisaient. Un témoin, ça veut dire qu'il n'avait pas, il ne lui était pas permis de vendre parce que les lopins ne lui appartenaient pas. Maintenant, pour assouvir son besoin démentiellement glouton sur le foncier, il a dû contacter certains qui l'ont soutenu dans cet élan pour le faire chef quartier de 2 villages. Un chef quartier dont chef quartier de 2 maisons. De 2 maisons. Ce monsieur Teki, à son intronisation, il n'y a même pas eu le chef de village de Talo. Ça veut dire que c'est un monsieur, la cuisine a été interne, a été faite. Un usurpateur, la cuisine interne a été faite entre ce monsieur Teki et ceux-là qui aussi ont voulu le mettre là-bas. Quelles sont justement les cautions du sieur Teki là-bas? Oh, les cautions du sieur Teki sont très nombreux et ils sont dans les entrailles même de l'administration dans le goût là-bas. Il y a le préfet et il y a aussi un homme dont le nom revient souvent et c'est le major Kouloum. Donc, vous voyez un peu que pour le foncier, les gens sont prêts à toutes les compromissions. Je crois que cette bourgade, d'habitude très calme, très serein, est en train de connaître quelque chose qui risque quand même de créer un précédent grave si on ne fait pas tout pour remettre ce monsieur Teki là. Donc, une enquête du Courrier de la République a lié à la page 7, situation de non-droit Talo dans le goût. Monsieur Teki, chef quartier de 2 maisons, pour assouvir l'appétit du foncier, l'odeur de la poudre dans l'air. Vivement que les autorités s'intéressent à ce problème-là et éteindre le feu à temps pour que ce monsieur venu d'ailleurs n'usure pas les terres des populations qui l'ont si bien accueilli. Rapidement, le carton de début de semaine, carton de fin d'émission. Didier Azogba. Non, est-ce que c'est un carton? On va dire félicitations à la classe politique du Togo pour une fois. Des gens ont essayé de se transcender et de privilégier les gens commencent. Oui, je dis ont essayé. Peut-être que dans les ils vont avoir des achoppements, mais de transcender quand même les chapelles politiques pour une fois et de privilégier le développement. Arrivons à ce niveau-là et nous saurons construire notre pays. Merci. Même si d'aucuns prennent ces approches comme des trahisons, voilà l'appréciation aussi. Quoi que vous fassiez, on appréciera ici ou là. Uriel Enyang, votre carton? C'est l'ordre, voilà. Je n'ai pas un carton, mais vous permettez, c'est un appel. Je voudrais d'abord dire merci à tous les cadres de la région centrale pour ce qu'ils font, mais attirer leur attention sur un phénomène actuellement qui n'est pas bienséant et qui risque de créer souci. Vous savez, je vais parler de l'éducation, les affectations des enseignants. La DRE est interpellée, les inspections aussi, parce qu'on garde des enseignants durant 9 ans au même poste, pendant que certains tournent à Sokodé, 1 an, 2 ans, on les fait tourner à Sokodé. À Oumono, il y a des inamovibles. Tout à fait. Et il y a des autres qu'on fait tourner comme des satellites. Vous allez à Oumono, au CG là-bas, vous trouvez un enseignant qui fait 9 ans avec au même poste avec toutes les tractations. Il est maintenu cette année, c'est pas bien. Merci. Arimia Chanyao? Non, je n'ai pas tenu mon sac à carton, donc à la prochaine. La prochaine fois, n'oubliez pas ce fameux sac à carton. Chakala à Arimia, plutôt Aliru Moru Chakala. Non, mais je donne un carton rouge à Monsieur Teki Komi. Non, le carton, c'est des sujets. Non, parce que c'est tellement sensible. Hein, il faut lui donner le carton rouge pour comprendre que Talo est assis sur une poudrière. Parce que les faits et gestes d'un homme ne peuvent pas mettre en mal le vivre ensemble d'une communauté. Donc, carton rouge à Teki et à tous ces suppôts qui sont en train de le soutenir dans cette lancée. Et à lire à la page 7 du Courrier de la République. On finit avec Lucien Jossou-Messan. Bon, je décerne un carton rouge à qui? À l'ANC. Lorsqu'on a des militants, ils sont des citoyens, et quand on les élit, il faut les laisser faire selon leur conscience. Quand on est militant de parti, on n'est pas son otage. Merci.
Je vous en prie, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine est bien entamée. Nous nous retrouvons demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. C'est pourquoi, encore une fois, nous devons continuer à célébrer la vie.